Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet événement virtuel de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous en ce début de soirée. Je suis Raphaëlle Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. Puis c'est un grand plaisir là, de vous accueillir ce soir. Environnement Jeunesse puis la Maison du développement durable se sont mis en commun pour organiser au courant de l'automne une série d'entretiens intergénérationnels appelés YZ Jazz, où des jeunes leaders pour l'environnement vont discuter avec des invités sur différents thèmes environnementaux. C'est donc un plaisir d'avoir le deuxième de ces trois événements ce soir. On a Sonia Paradis, qui est directrice de la Fabrique éthique, et notre invitée de ce soir, qui vont échanger avec deux jeunes leaders de la mode éco-responsable. Bien qu'on soit en ligne, tout d'abord, je veux commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie de plusieurs territoires ancestraux qui ont longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous sommes en direct sur Zoom, puis également sur les pages Facebook de la Maison du développement durable et d'Environnement Jeunesse. On vous invite, peu importe que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, à nous écrire questions et commentaires, puisqu'on va avoir une période d'échange avec le public vers la fin de l'événement. Puis, avant de débuter officiellement, je veux juste simplement remercier nos partenaires de la Maison du développement durable, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation de la Maison du développement durable, et la Ville de Montréal. Puis, je remercie aussi le gouvernement du Canada qui soutient financièrement la présentation de la série YZ Jazz par l'entremise du programme des financements des objectifs du développement durable. Je souhaite donc un bon événement, puis je passe la parole à Catherine Gauthier, qui est directrice générale d'Environnement Jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Raphaëlle, pour ton mot d'ouverture. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ça ne semble pas fonctionner, ton micro. Non, ton micro fonctionne. Moi, j'entends bien Catherine. Je vous remercie beaucoup, chers jeunes leaders qui m'entendez. Mon nom est Catherine. Je ne t'entends pas. Je suis directrice générale de l'organisme Environnement Jeunesse et notre mission consiste à soutenir les jeunes du Québec à travers leur leadership environnemental. Donc, on vise notamment à outiller les jeunes à travers des projets concrets, à les inciter à agir dans leur milieu, mais également à échanger avec des personnes inspirantes dans le milieu environnemental. Je vous dirais que l'entretien de ce soir est tout à fait spécial pour nous, comme il s'inscrit dans le cadre de la Semaine des artisans récupérateurs. Alors oui, notre salon des artisans récupérateurs se transforme en une semaine complète pour la promotion des artisans locaux et écolos. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, du 30 novembre au 6 décembre, où vous pouvez découvrir toutes sortes de créations qui sont faites majoritairement à partir de matières recyclées, donc des matières récupérées, et conçues également de manière éthique au Québec. Parmi les activités prévues, on compte bien sûr le lancement de ce soir, mais également tout un bottin qui regroupe plus d'une trentaine d'artisans, d'artisanes pour faciliter vos achats du temps des fêtes. On a également prévu des moments de rencontre uniques où vous allez pouvoir échanger avec des artisanes et des artisans. Donc, c'est notamment dès demain midi, mardi le 1er décembre, donc dès midi, et vendredi le 4 décembre de 18h à 19h. Alors, ce sera possible pour vous d'échanger avec les artisans et les artisanes. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à l'avance. Donc, c'est des rendez-vous qui doivent être réservés comme on a des places limitées. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la Semaine des artisans récupérateurs, je vous invite à consulter notre site web au enjeu.qc.ca ou alors à le taper dans votre navigateur préféré. En plus de rester aussi à l'affût des nouveautés sur notre page Facebook. Je tiens aussi à remercier nos partenaires qui ont accepté de prendre part à l'aventure numérique, donc la SODEC, Recyc-Québec, de même que la Maison du développement durable, avec qui on tient ce lancement. Et maintenant, je veux vous mentionner un programme dont on est particulièrement fiers, ce qui est le programme Jeunes Leaders pour l'environnement, qui vise à soutenir le développement du leadership chez des jeunes. Donc, on a la chance d'avoir Marie-Lou et Juliette qui animent l'entretien de ce soir. Puis, elles ont pu participer au courant de la dernière année à la réalisation d'un projet collectif. Elles ont également été accompagnées à travers un programme de mentorat, en plus de donner des conférences et des ateliers dans le cadre d'une tournée de conférences de sensibilisation à la crise climatique. Alors, j'aimerais leur laisser la parole afin qu'elles puissent se présenter et ensuite animer notre entretien. À vous la parole. Donc, bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par présenter ma co-animatrice, Marie-Lou Bayard-Trépanier.
Donc, Marie-Lou termine présentement ses études en sciences humaines et mathématiques au Cégep Saint-Laurent. Elle aime se questionner et débattre sur les enjeux de la société. C'est sa grande curiosité qui lui a permis de découvrir sa passion pour la politique et ainsi de siéger sur le Conseil jeunesse de Papineau de 2018 à 2020. Ayant participé à l'organisation des manifestations du collectif pour le futur, Marie-Lou continue de s'impliquer dans plusieurs activités de sensibilisation environnementale. Elle a siégé au sein du jury du prix Équilibre qui récompense les initiatives faisant la promotion d'une diversité dans l'industrie de la mode et des médias. Merci Juliette. C'est à mon tour de te présenter. Toi aussi, tu termines tes études au Cégep en ce moment en sciences humaines, profil administration, marketing. Et donc, c'est à travers tes implications de longue date au sein de ta communauté et de ton école secondaire que tu as développé une sensibilité particulière aux enjeux sociaux et internationaux. Et tes valeurs se reflètent dans tes actions, que ce soit pour la protection de l'environnement ou pour aider les gens autour de toi. Juliette a aussi reçu la médaille du lieutenant-gouverneur général pour son implication en 2019 et elle désire continuer ses études en communication marketing. Alors, merci à toi de co-animer avec moi ce soir. Et maintenant, on va présenter notre invitée, Sonia Paradis. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Ça va être un plaisir de discuter avec vous. Et donc, Sonia Paradis possède plus de 20 ans d'expérience au sein de l'industrie de la mode et du textile. Son travail en tant que designer de mode au sein des différentes entreprises montréalaises lui a rapidement permis de comprendre qu'il y avait des impacts néfastes sociaux et environnementaux à cause de l'industrie de la mode. Elle a fondé son école de couture en 2011 afin d'offrir un mode alternatif de création et de consommation. Elle a aussi écrit le livre « Porter le changement » et elle est conférencière. Elle a donc initié et participé à plusieurs projets favorisant l'émergence d'une relève de designers et de consommateurs conscients du rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement d'une industrie de mode locale et durable. Alors, bienvenue, merci. Comme première question, qui est un petit peu une blague, on se demandait quel âge tu avais. Je vais avoir 40 ans, le 16 décembre. Quand même, hein, c'est bien ça, mais on a quand même plusieurs variétés d'âge dans la discussion aujourd'hui. Pour ma part, j'ai 19 ans, puis je trouve qu'il y a quand même dans ma génération beaucoup de personnes qui ne savent pas nécessairement coudre, même juste raccommoder un petit bouton ou quelque chose comme ça. Puis j'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup passé de génération en génération. Mais on dirait qu'à quelque part, il y a eu un petit manque entre certaines générations, si on peut dire ça comme ça. Puis, c'est ça. Puis, en fait, avec la fabrique éthique, vous préparez, vous offrez des ateliers de couture à tout plein de groupes d'âge et de niveaux d'expérience. Puis, en fait, on voulait savoir si vous aviez remarqué qu'il y avait eu un changement dans le profil des personnes qui participaient à ces ateliers de couture-là. Nous, c'est clair que dès le départ, on s'adressait à une clientèle qui était plus jeune parce qu'il y a vraiment comme un enthousiasme par rapport à la couture, mais les raisons sont totalement différentes de celles que nos grands-mères avaient, en fait. Si on pense à nos grands-mères, c'était par nécessité. Ça faisait partie vraiment de leur éducation et tout, il y avait des valeurs d'autonomie, de résilience qui étaient super importantes. Après, il y a eu une génération, donc mettons ma mère, qui ne voulait pas coudre du tout, qui n'était pas intéressée. Elle était sur le marché du travail, elle avait maintenant la possibilité d'acheter des trucs. Donc, tout ce qui était... il y a comme eu un refus, en fait, de toutes ces... comme ce besoin de faire des choses par soi-même. Mais maintenant, la génération présente, comme nous, notre clientèle, c'est, mettons, de 18 à 35 majoritairement. Puis c'est vraiment une génération qui a fait genre, OK, il y a quelque chose qui a disparu, qui est comme important. Les gens, en ce moment, que moi, je rencontre, du moins durant les cours de couture, souhaitent se réapproprier ces valeurs-là, mais plus en tant que loisir créatif. Donc, c'est un choix pour eux. Comme d'apprendre à coudre, de vouloir créer des trucs qui sont plus significatifs, ce qui n'était pas nécessairement le cas lors de la génération de nos grands-parents.
Oui, c'est intéressant. Donc, ce serait par exemple Juliette et moi qui pourraient aller à vos ateliers. Euh, Moi, j'ai 18 ans, Juliette a 19 ans, comme elle l'a dit tantôt. Et puis, peut-être juste avant de rentrer plus profondément dans le sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un morceau de vêtement qui est éthique? Ben, en fait, un vêtement éthique, ça respecte comme certaines notions. C'est vraiment les notions de justice environnementale puis de justice sociale. Donc, au niveau environnemental, puis là, je vais comme juste m'assurer que je dis les bonnes choses. Euh, L'objectif, c'est de réduire la quantité de déchets textiles, de réduire la pollution reliée à la production textile, puis de réduire la surconsommation. Au niveau social, si on veut avoir une plus grande justice sociale, c'est de préserver les savoir-faire locaux, que ce soit ici ou ailleurs, d'offrir de bonnes conditions de travail, puis de mettre en place un commerce international qui est juste. Donc, en fait, la mode éthique, ça englobe pas juste l'achat. Comme ça englobe beaucoup plus que ça. C'est vraiment une façon de comprendre comme tout ce qui est impliqué dans la production d'un vêtement. Puis aussi de faire des choix de consommation qui vont chercher à répondre à ces besoins de justice environnementale et sociale-là. C'est vraiment intéressant quand, en fait, tu dis le choix de consommation. Comme moi, je pense souvent, quand on dit, ben, consommer ou acheter, c'est voter. Puis ça vient vraiment chercher, en fait, ce que vous dites. Puis, il y a encore beaucoup de magasins qui sont de fast fashion, si on veut, de nos jours. Puis, en fait, ma question pour toi, en fait, c'est est-ce que d'après toi, les gens qui vont consommer des vêtements dans ces magasins-là, donc, par exemple, qui achètent 2 vêtements pour le prix de 1, savent réellement le coût de leur achat, comme qu'ils vont acheter chez H&M ou chez Zara. Puis en fait, ce serait quoi les choses qu'on devrait vraiment savoir par rapport à ce genre de type d'achat-là? Ben, c'est ça. Je pense que les gens, c'est sûr que c'est attrayant, là, des ventes, là, c'est genre wouhouhouhou! Comme j'ai fait tout un deal. Mais non, comme je pense que les gens ne comprennent pas ce qui appuie, comme tu disais, comme acheter, c'est voter. Puis ce système de production-là puis de consommation-là n'est pas viable à long terme, en ce sens que c'est les gens à l'international qui vont payer par les mauvaises conditions de travail, des endroits de travail qui vont être dangereux pour eux. C'est aussi tous les écosystèmes. Je pense qu'il ne faut pas se cacher le fait que produire un tissu, soit du coton, polyester, il y a des impacts sociaux, mais des impacts environnementaux et sociaux qui sont très, très élevés. C'est jamais inclus ça dans le prix d'un vêtement. Il y a tout un mécanisme, en fait, qui fait en sorte qu'on externalise les coûts. Puis, ben c'est ça, c'est les gens à travers la planète qui en paient le coût. Puis moi, ce que je me demande, c'est est-ce que vraiment, en tant que consommateur, on trouve que c'est juste, on trouve que c'est acceptable de contaminer des environnements à travers le monde, puis d'empêcher les générations futures d'avoir accès à jouir de l'environnement, puis d'avoir juste la possibilité de bien vivre, en fait, parce que nous, on a le choix ou la possibilité d'avoir comme 2 vêtements pour le prix d'un. Tu sais, moi, ma réponse, c'est non. Donc, je pense que ce que les gens devraient savoir, c'est, premièrement, puis je pense qu'il y a un grand besoin d'éducation, en fait, par rapport aux fibres textiles et tout. Les gens ne comprennent pas forcément tout le cycle de production. Tu sais, l'industrie de la mode est immensément complexe. Ça inclut tous les enjeux reliés à l'agriculture, reliés à l'élevage d'animaux, reliés à l'industrie pétrochimique, le transport, la globalisation, toute la surconsommation, puis notre incapacité en ce moment aussi à gérer des vêtements en fin de vie. Fait que je pense que les gens, il faut qu'ils pensent un peu plus loin, en fait, puis qu'ils essaient, premièrement, de s'éduquer, puis de comprendre c'est quoi toute la chaîne de production, puis de refuser le fait d'avoir comme 2 vêtements pour le prix d'un, parce qu'à quelque part, tu n'en as probablement même pas besoin, là. Comme tu fais juste acheter un vêtement parce que wouhou, c'est un bon deal. Comme non, c'est pas un bon deal si ça veut dire que les générations futures ne pourront pas avoir un bon environnement de vie. C'est un mauvais choix, là. Voilà. C'est mon opinion. Oui, non, mais c'est super intéressant. Puis ce système économique-là dont vous avez parlé,
Est-ce que vous pensez que c'est possible pour les petits artisans et artisanes locaux et écolos de survivre dans ce système-là? Je pense que c'est difficile hein, parce que justement, les gens ne comprennent pas nécessairement la valeur de leur travail. On est habitué à comparer le prix d'un vêtement à ce qui est le moins cher. Puis pour les gens, c'est comme le prix le plus bas qui représente la valeur d'un vêtement. C'est comme genre, ah, comme j'ai réussi à acheter ça à tel prix, ça veut dire que c'est possible. Mais en même temps, ben non, parce que localement, s'il y a un vêtement qui est produit, les gens travaillent extrêmement fort. C'est pas juste, ils ne sont pas juste assis devant leur machine à coudre. Là. Comme il y a un gros travail de recherche des matières premières, entre autres, si on passe à des artisans récupérateurs, réussir à s'approvisionner en matières premières, c'est tout un effort. Là. Comme il faut qu'ils aillent soit chez Certex, comme essayer de mobiliser les gens. Fait que déjà, ça, c'est énorme. Il faut qu'ils trouvent comme des bonnes qualités de tissu. Comme par la suite, ben, c'est sûr que le coût de la main-d'œuvre est plus élevé ici. Ils ont des loyers à payer, ils ont comme plein de choses. En plus, il faut qu'ils fassent la communication, il faut qu'ils fassent le service à la clientèle, faut qu'ils fassent... le travail d'un artisan est énorme. Fait que si... Puis ça, c'est un peu le problème, en fait, comme si je parle d'un artisan en tant que tel. S'il n'a pas la capacité de grandir son entreprise, donc de faire affaire à des sous-contractants, à plein d'autres gens, il va toujours demeurer limité dans sa capacité d'avoir un revenu qui est viable. Puis moi, j'ai vu tellement de gens s'épuiser comme à travers les années parce que c'est vraiment quelque chose en quoi ils croient, mais c'est très difficile pour les gens de comprendre la valeur de leur travail puis de vouloir vraiment payer pour la valeur de leur travail parce qu'en ce moment, on ne le voit pas. Comme on ne comprend pas assez la chaîne de production. Puis bon, il y a tout l'aspect comme surconsommation aussi là, qui est problématique. Tu sais, je pense que si les gens ils se disent OK, ben ce vêtement-là, je suis tombée en amour avec ce vêtement-là, je suis tombée en amour avec l'histoire, les valeurs que l'artisan véhicule, puis je veux vraiment comme promouvoir son travail, adopter toutes ces valeurs-là afin de créer en fait une industrie ou une relève qui va faire en sorte qu'on est en train de créer la société dans laquelle on veut être. Comme ça, c'est important. Là. Oui, vous avez travaillé longtemps justement à essayer de construire une relève comme ça. Puis, est-ce que vous voyez, dans l'actualité, en ce moment, on parle beaucoup de, bon, avec la COVID-19, il faut acheter local. Est-ce que cette perception-là, pour vous, elle est réelle ou justement, c'est juste quelque chose qu'on se dit comme ça? Ben, je pense que acheter local, c'est super important, mais je pense qu'il faut aller aussi au-delà de l'achat local. T'sais, comme acheter local, ça a vraiment des impacts positifs. En ce sens que ça nous permet de comme, réinvestir dans la communauté, ça nous permet aussi de rebâtir toute une industrie, en fait, qui a été mise à mal entre 2002 et 2005. Là, on a perdu le tiers de notre main-d'œuvre puis 10 000 travailleurs. Fait que ça, c'est positif. Ça nous permet aussi de s'assurer que les gens ont des bonnes conditions de travail, mais ce n'est pas une garantie. Il faut, je pense, vraiment plus, au-delà d'acheter local, je pense qu'il faut aussi essayer d'avoir la plus grande transparence possible, puis de regarder vraiment les gens qu'on veut appuyer, comme les entreprises. C'est pas parce que c'est produit localement que c'est pas fait par des femmes dans leur sous-sol qui n'ont pas leur papier. Là. Si on ne fait pas affaire avec une entreprise qui est totalement transparente, on peut quand même exploiter des gens localement sans vouloir. Fait qu'il faut amener notre réflexion un peu plus loin. Faut savoir aussi, comme les fibres textiles, il y a plein d'entreprises, même si c'est local, que leur mandat, c'est de faire des vêtements qui vont être adaptés aux dernières tendances. Donc, des vêtements qui sont peut-être plus accessibles, qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'avoir un deuxième utilisateur, comme d'allonger le cycle de vie, puis de fermer la boucle pour avoir une économie plus circulaire que linéaire. Fait que c'est plus que ça, en fait. Comme l'achat local, oui, c'est bon, mais c'est pas tout.
il faut penser au tissu, à la construction, aux conditions de travail. Fait que c'est le premier pas, mais encore, je pense qu'il faut avoir une vision plus globale de toute la chaîne de production. Justement, quand tu parlais de la transparence un peu, là, ben, ça me fait vraiment penser comme justement dans un de mes cours à l'école, on avait parlé de cette transparence-là que les jeunes dans ma classe, en fait, demandaient de plus en plus des entreprises. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est fantastique. Il commence à avoir vraiment une éducation par rapport à tout ça. Puis, en tout cas, une petite parenthèse, là, mais c'est vraiment que j'adore voir de plus en plus que l'éducation qui se fait, là. Puis, est-ce que par où tu penses que l'éducation devrait passer? Est-ce que ça devrait être chaque individu qui se fait sa propre éducation ou pour avoir des programmes? Ou... Quelle est ta vision un peu là-dessus? J'ai tellement trop plein d'idées, en fait. Il y a eu différents programmes. En fait, je pense entre autres à Tendance Bazar, puis Je m'emballe autrement dans l'environnement jeunesse, qui a comme vraiment eu un bon impact. Il y a eu un projet aussi de Femmes internationales, un projet de la Gaillarde qui faisait en sorte qu'on pouvait aller comme dans les écoles pour faire une présentation, présenter des impacts. Puis ça a été positif. Malheureusement, en ce moment, entre autres avec la COVID, c'est plutôt difficile d'organiser des conférences dans ce genre-là ou ces projets-là. Il y a eu un certain moment où les gouvernements ne semblaient pas intéressés tant que ça à subventionner ce genre de formation-là. Donc, tu sais, moi, j'ai participé là, à la plupart des programmes dont je parlais et j'ai reçu très peu de rémunération pour tout ce que j'ai fait. C'était tout fait de façon bénévole, même si je devais gérer mon école de couture puis toutes ces affaires-là. Ça, c'est un aspect. Je pense qu'au niveau des consommateurs, les artisans, comme les designers, en fait, font un travail extraordinaire, je pense, pour, en plus de faire leurs propres produits puis de mettre en marché, de fournir des informations supplémentaires. Fait que ça, c'est bien. Je dirais que dans les écoles, même les écoles de mode, il y a... Je ne dirais pas qui, okay. Mais il y a comme une école en particulier qui est plus mandatée pour comme former des créateurs, mais qui n'aborde pas du tout les notions de développement durable. Donc, même dans les écoles de mode, il y a un gros travail à faire. Puis sinon, ben, l'industrie, en fait, comme les grandes bannières ont très peu d'informations. En ce moment, on est dans un contexte où on n'est pas capable de quantifier l'impact local des consommateurs, l'impact de la production locale. On n'est pas capable de savoir ou d'identifier c'est quoi vraiment les réels problèmes parce qu'il manque de transparence, justement. Puis, on est encore dans un monde où les gens travaillent comme en silo, puis que leur image de marque est tellement importante qu'ils ne veulent pas nécessairement aborder ce sujet-là, puis ils ne sont pas outillés, en fait. Comme c'est ça, ils ne sont juste pas outillés. Et comme, il y a une façon de penser en mode que c'est comme, OK, ne pas être transparent, c'est un avantage. Comme c'est un avantage, c'est comme si tu comme dis aux gens de la façon que tu fonctionnes, tu deviens vulnérable. Puis les gens peuvent copier ton modèle, blablabla. Bla, bla, bla. Fait qu'il y a vraiment un problème, ben justement, de transparence là, au niveau de l'industrie. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit adresser. Fait que j'espère que... Il y a certaines... Puis en fait, comme c'est super encourageant en ce moment parce qu'il y a différentes initiatives qui se mettent en place. Puis j'espère que durant les prochaines années, on va être capable d'avoir une plus grande transparence pour adresser comme des problèmes puis régler certains trucs, que ce soit comme au niveau de l'éducation auprès des consommateurs, dans les centres d'éducation, que ce soit professionnel ou juste les consommateurs en général. Oui, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que les grandes marques ont un rôle à jouer justement dans cette transparence ou qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez qu'ils sortent certaines initiatives plus vertes? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous trouvez que c'est transparent? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, moi, j'accueille n'importe quelle initiative avec joie, en fait. Tu sais, j'ai pensé, entre autres, à H&M. Tu sais, H&M, c'est le plus grand acheteur de coton biologique au monde. Tu sais, je comprends, je ne suis pas d'accord avec toute leur chaîne de production. Il y a plein de trucs que je suis comme, OK, ton vêtement, il est quand même mal fait, puis j'ai quand même pas de transparence par rapport aux conditions de travail comme des gens. Mais aussi, comme ils essaient comme ils ont fait un partenariat avec ICO où les gens peuvent aller porter des vêtements. Bon, c'est sûr, ils reçoivent un petit coupon là, pour pouvoir acheter d'autres vêtements, mais puis cette entreprise-là cherche en fait à créer un système en boucle fermée où ils vont revaloriser les fibres puis créer une nouvelle collection. Fait que même si j'apprécie pas nécessairement le modèle d'affaires de H&M, je suis quand même capable d'accepter puis d'apprécier le fait qu'ils font des efforts, même si c'est du glyco-blanchiment, comme ils démontrent que c'est potentiellement possible. Puis oui, je pense que les grandes marques ont un grand rôle à jouer pour montrer que c'est possible, mais en même temps, les grandes marques, ils sont pas... c'est pas les designers sur le terrain là, qui décident. C'est les acheteurs, c'est les actionnaires. C'est toute une chaîne. Puis pour pouvoir changer la mentalité de tous ces gens-là qui participent à la chaîne de production, ben ça prend de l'éducation, justement. Oui, tout à fait d'accord. Puis, tu sais, je pensais, c'est ça, avec H&M, là, ou Conscious, je pense, quelque chose comme ça que ça s'appelait, là. Ouais. Donc, tantôt, on parlait un peu de la COVID, en fait. Puis, ça m'amène à réfléchir sur le fait qu'on achète de plus en plus en ligne avec la situation un peu dans laquelle on est. Puis, est-ce qu'il y aurait une façon d'acheter en ligne qui, quand même, est capable de promouvoir à l'achat éthique et local? Ben, je pense qu'il faut faire une recherche. Je veux dire, si vous êtes capable de trouver quelque chose qui vient de la Chine, vous allez être capable de trouver quelque chose qui est local. C'est justement que le bottin, selon des artisans récupérateurs. Je pense aussi à une autre initiative du Réseau des femmes en environnement qui vient de publier un bottin aussi. Il s'agit d'essayer de voir où sont les artisans pour acheter localement. Je pense que c'est tout à fait possible, mais il faut faire un petit peu plus d'efforts. Oui, donc vous pensez que le commerce en ligne, ça peut aller de pair avec la mode durable et locale? C'est ce que je comprends. Oui, oui. Super. Et puis, je vais vous poser une question peut-être un peu plus classique quand on pense à la mode éthique. On a l'impression que c'est cher, et que ça va nous coûter vraiment plus cher qu'un morceau de linge au H&M, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ben, c'est sûr que comme au moment de l'achat, un vêtement qui est comme produit selon les techniques normales de l'industrie va apparaître moins cher. Mais si on lave le vêtement une fois, puis il se déforme, puis il faut le remplacer, c'était pas un bon achat au départ. Tandis que si on achète un vêtement comme slow wear, où ce vêtement-là va durer hyper longtemps, puis qu'on l'aime, puis que ce vêtement-là va pouvoir avoir un autre utilisateur, ben ça vaut mieux, c'est mieux. Aussi, quand on parle de mode éthique, c'est pas juste via l'achat, c'est vraiment via les comportements. Donc, c'est aussi être capable de dire genre, ah ben, si je l'aime, mon vêtement à ce point-là, ben, je vais le réparer. C'est de participer à des stratégies de consommation collaborative, upcycling, il y a plein d'applications en ligne où on peut justement échanger, réutiliser les vêtements. Puis il n'y a pas de mal à dire genre, OK, ben je vais acheter seconde main, à faire des swaps. Puis ça aussi, ça fait partie de la mode éthique. Fait que c'est pas juste par l'achat, comme c'est vraiment par un comportement. Puis comment tu penses qu'on pourrait le mieux comme promouvoir un peu cette façon qui est éthique, qui n'est pas nécessairement via la consommation? Ben, encore une fois, je pense que ça passe par l'éducation. Puis rendre. Mais en fait,
ce que je trouve difficile, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire genre ah ouais, mais j'ai pas accès à l'information, c'est difficile à trouver. Mais il y a eu tellement d'initiatives durant les dernières années pour essayer de faire des bottins, pour essayer de promouvoir la mode éthique. Fait que sincèrement, je sais pas trop. Tu sais, je pense que les gens devraient essayer de s'incorporer à l'intérieur de communautés qui vont être comme responsables pour créer un réseau, puis créer comme un système qui est plus fort, plus solidaire. C'est pas mal ma réflexion à ce moment-ci, là, sincèrement. Mais c'est parfait. Puis, en fait, on arrive pas mal à la fin de notre petite discussion. Donc, en fait, pour terminer sur une petite note légère, le temps des fêtes arrive. Puis, on voulait savoir, est-ce que tu avais une demande spéciale des temps des fêtes comme cadeau, vu que c'est un peu ce que tout le monde y va se passer dans les prochaines semaines? Personnellement, ma demande spéciale, ce serait que je puisse voir toute ma famille. Mais bon. Ma demande spéciale, mettons, à tous les consommateurs, ce serait de ne pas nécessairement acheter des objets dont les gens ne veulent pas forcément, mais de plutôt privilégier des services. Tu sais, que ce soit comme une mise en pli à la coiffeuse du coin, tu sais, essayer de justement comme privilégier l'achat local pour aider les entreprises à passer à travers la crise, qui est très difficile pour plusieurs entreprises. Puis aussi peut-être trouver des certificats cadeaux ou sinon de dire genre, pensez au commerce comme international, je sais pas, acheter une vache là, pour comme une famille qui en a besoin ou quelque chose dans le genre, tu sais, essayer de pas juste penser en termes d'objets à offrir, mais de penser que comme quelque chose que les gens ont un choix aussi. Tu sais, souvent, on achète des trucs que les gens, ils veulent même pas, là. Comme on veut leur faire plaisir, mais finalement, ils auraient préféré autre chose. Fait que leur donner le choix aussi. De dire, je pense que les certificats cadeaux, en fait, en ce moment, c'est une bonne option. Oui, vous avez parlé des entreprises qui ont beaucoup de difficultés en ce moment. Est-ce que vous savez que le milieu de la mode durable et locale au Québec va bien? Je pense qu'il y a eu plusieurs entreprises qui ont eu de la difficulté, mais qui se sont adaptées assez facilement, en ce sens qu'ils ont réussi à comme privilégier un modèle de distribution qui était plus en ligne. En même temps, je veux dire, il y a plein de salons qui n'ont pas lieu. Fait qu'il y a plusieurs artisans, comme le salon des métiers d'art, les braderies, toutes ces choses-là. Je veux dire, ça permettait vraiment comme aux designers d'écouler leur surplus. Ça faisait partie de leur structure pour pouvoir produire, puis continuer à produire. Je pense que les grandes bannières ont peut-être plus de difficultés à s'en sortir que comme les artisans ou les designers qui étaient capables de changer leur structure plus rapidement. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Oui, donc on n'a pas de questions publiques, mais on a quelques commentaires qu'on peut vous lire pendant que... Voilà, donc il y a quelqu'un qui nous a dit sur Facebook, ici, donc Monsieur Gallet, ou Madame Gallet, Aloïs, qui dit qu'avec 70 ans d'espérance de vie à la naissance en 2020, il faudrait plutôt dire qu'on est des générations actuelles plutôt que des générations futures. Donc, c'est son commentaire. Je pense que c'est pertinent parce que c'est à Juliette et moi, d'ailleurs, de aussi être la relève et de penser justement à notre consommation, à notre production et à comment on peut s'éduquer et éduquer notre entourage à ce sujet-là. Est-ce que j'ai à répondre? Vous pouvez, si ça vous inspire quelque chose. Moi, quand j'utilise le terme génération future, je pense à des gens qui ne sont pas nés, en fait. Comme des gens qui, en ce moment, on est en train de contaminer leur écosystème avec les métaux lourds. Tu sais, je pense entre autres à tout ce qui était teinture et tout, là. Puis je suis d'accord qu'en ce moment, comme toutes les générations actuelles doivent comme travailler ensemble, puis que le dialogue est super important. Mais c'est ça, le terme génération future, c'est vraiment
génération qui n'est pas née, là. Donc, on a une question qui vient d'être postée, en fait. Donc, la première question, en fait, c'est, mettons que tu as besoin d'une nouvelle paire de jeans. Comment t'y prends-tu? Personnellement, je vais aller chez Renaissance. Je vais essayer de trouver, mais en même temps, c'est hyper difficile pour moi parce que ma physionomie n'est pas standard. Fait que je vais essayer de le faire moi-même. Je suis capable, right? fait que je vais le fabriquer. Si je ne trouve pas ce que je veux dans les friperies, je vais le faire. OK. Et disons qu'on ne sait pas faire une paire de jeans. On irait acheter où si rien nous fait aux Renaissance? J'ai pas compris le début de ta question, je m'excuse. Oui, excuse-moi, j'ai juste dit que si on ne savait pas faire une paire de jeans et qu'aux Renaissance, rien nous fait, parce que, tu sais, par exemple, moi, je suis trop petite, qu'est-ce qu'on fait? Où on va acheter? S'il n'y a rien qui vous fait, comme à ce moment-là, c'est de soit de dire genre, bon, le jean, c'est pas un vêtement pour moi, ou d'apprendre à l'ajuster. Comme, tu sais, c'est pas vrai, là, que si on va acheter, magasiner, qu'il n'y a pas un vêtement qu'on peut pas juste altérer, modifier, qui va nous faire. Comme il y a plein de vêtements qui sont disponibles, mais c'est de s'outiller puis d'apprendre des notions de base de couture, en fait. Tu parlais justement de comme la friperie et tout, là. Puis je trouve que dans les dernières années, il y a beaucoup une remontée par rapport un peu à la friperie, là. Puis, exemple, les jeans, c'est quand même... maintenant, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas les essayer avec la COVID, là. Ouais. Mais ultérieurement, il y avait la possibilité de les essayer puis de faire des petites modifications par-ci, par-là, là. Donc, c'est vraiment, je trouvais que c'est vraiment une bonne technique pour pouvoir s'offrir des vêtements qui sont quand même éco-responsables. Si je peux me permettre un commentaire, Oui, moi, bien sûr. j'adore ça, là. Comme, tu sais, je magasine en friperie depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Comme, tu sais, puis là, mettons, tu sais, là, j'ai 40. Là. Fait que, tu sais, aussitôt que j'ai commencé à avoir un revenu de gardienne, j'étais juste comme, ouais, je vais aller magasiner. Puis c'était comme vraiment une possibilité pour moi d'être hyper créative, puis de personnaliser des vêtements, puis, puis je pense que, tu sais, avoir des notions de base en couture, ça ouvre vraiment un autre univers. Comme totalement, là, c'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse, mais tu sais, j'adore ça. Fait que, c'est ça, je pense que si les gens connaissent davantage des matériaux puis qui sont capables d'apprécier des vêtements bien faits, tu sais, comme moi, si je vois un vêtement vintage qui a une petite étiquette qui est écrit genre fabriqué à Montréal, il y a tellement une grande valeur à ces vêtements-là. Tu sais, ça me fait beaucoup plus plaisir d'enfiler puis de porter ce vêtement-là que d'avoir un vêtement que j'ai acheté qui a comme aucune identité, aucune histoire, tu sais. Comme un vêtement vintage, je peux me faire ma propre petite histoire, tu sais. C'est comme genre, c'est quelle petite madame qui l'a porté? Parce que souvent, c'est ça, moi, je suis plus grande. Fait que les manches, mettons les manteaux, tu sais. Comme les manches vont être vraiment trop courtes. Il y a plein d'affaires qu'il faut que je modifie, mais je suis comme genre, wow, le tissu et la confection est d'une qualité incroyable. Comme, tu sais, j'ouvre le vêtement, je regarde à l'intérieur, je suis comme genre, waouh, ils ont fait tout ça. Tu sais, il y a des petits points à la main, il y a plein d'affaires. Comme, tu sais, ça rappelle un moment, en fait, où les gens s'attardaient vraiment à faire de la qualité, tu sais, puis qu'un vêtement était fabriqué pour durer. Puis ça, c'est quelque chose qui me... je deviens comme un petit peu émotive, là, quand je vois ça. Mais bon, c'est sûr que c'est relié au fait que, je suis designer, puis j'enseigne la couture, tu sais. Oui, puis ce serait quoi les premières notions de couture qu'on devrait apprendre, mettons qu'on connaît rien? C'est quoi que tu nous apprends en premier? Je pense que ce serait plus relié aux défis que vous avez, comme chaque individu a une physionomie différente. Fait qu'il y a des gens que ce serait comme un ourlet, réparer des boutons. Je sais que ça semble ridicule, là, mais il y a plein de gens qui ne savent pas réparer des boutons. Puis pourtant, c'est quand même un élément de base, que ce soit réparer des trous. Pour s'assurer que nos vêtements vont durer plus longtemps puis qu'on est capable. En fait, je pense que c'est important de changer un peu la perception qu'on a par rapport à notre relation aux vêtements puis plutôt se considérer comme étant un gardien du vêtement et non juste un propriétaire.
Fait que, s'assurer qu'on est capable de prolonger la vie d'un vêtement en justement comme ayant des notions de réparation de base. C'est tout à fait vrai. Comme par exemple, tantôt, j'ai remarqué mon bouton, il est en train de tomber. Fait que je me suis vite mis à le remettre juste avant. Puis, ça change tellement notre relation avec l'événement qu'on a. Parce qu'après, c'est moi qui ai raccommodé le bouton, là, tu vois, là, genre, c'est moi qui ai fait ça, tu sais. On a une prochaine question, en fait. Donc, une personne dit... J'ai l'impression que la mode éthique concerne surtout la gente féminine. Est-ce que vous avez la même impression? Si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Je partage pas nécessairement cette impression-là parce que j'ai quand même comme plusieurs étudiants qui sont des hommes puis qui s'intéressent à la mode éthique, mais c'est juste que de façon générale, les femmes consomment plus, donc probablement qu'on en entend plus parler, puis qu'il y a plus d'offres. Mais si je pense à Gaïa et Dubos, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais c'est une entreprise, une designer qui est à Montréal. Puis elle a vraiment toute une ligne de vêtements féminins, mais elle a tellement eu de la demande pour faire des vêtements masculins qu'elle a comme développé la ligne masculine. Puis elle ne pensait pas que c'était nécessairement un marché, mais oui, les hommes sont autant intéressés. Je pense qu'on a quand même une génération en ce moment comme d'hommes qui veulent avoir des vêtements qui vont durer, qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent en magasin, qui souffrent un peu des mêmes problématiques que les femmes. Fait qu'il y a un marché, mais l'offre est moindre, donc on en entend moins parler. Oui, puis j'ai une question sur un autre sujet, mais c'est plus personnel peut-être. C'est quoi le premier morceau de vêtement que tu as fait? Est-ce que tu t'en souviens? J'ai appris à coudre, j'étais vraiment très jeune, en fait. Au point où je ne me rappelle pas d'avoir vraiment appris, en ce sens que, moi, je viens de Sherbrooke, puis je vivais dans une famille, on était plus en campagne, j'étais entourée de vaches, puis tout. Puis, il y avait comme une machine à coudre. Ma mère n'aimait pas coudre, mais mon père faisait des réparations. Puis moi et mon frère était un petit peu plus âgé que moi, on a juste pris la machine comme jouet. J'ai été appris, comme moi j'ai été élevée à aider mon père à bâtir des structures en métal puis en bois, là. Fait que ça faisait vraiment partie de notre univers. Puis comme tu sais, le DIY, parce qu'en ce moment, je pense que la notion de do-it-yourself a été un petit peu appropriée par tout ce qui est marketing, en fait. Mais pour moi, comme tu sais, le do-it-yourself, c'est vraiment être capable d'être résilient puis autonome. Puis ça fait vraiment partie de qui je suis puis de mon éducation. Puis, comme le premier vêtement que j'ai fait, je me rappelais peut-être d'un vêtement que j'ai... Tu sais, j'avais aucune compétence, là. On s'entend, je veux dire, j'étais juste genre, il y a du tissu, j'aime bisouner quelque chose. Puis j'ai réussi à me faire une petite robe, c'est une petite robe trapèze, un peu de style années 60 en jeans, qui était beaucoup trop courte pour que je puisse la porter à l'école. Mais j'avais réussi à faire quelque chose, puis j'étais fière, tu sais. Mais je veux dire, j'avais pas peur, j'avais pas la crainte de l'échec, en fait. Puis vraiment que j'étais assez jeune pour pas avoir peur des conséquences que ça pouvait avoir sur le jugement que j'ai de moi-même en tant qu'adulte. C'est un problème qu'on a en ce moment, pas un problème qu'on a, mais une réalité, en fait, qu'on a à l'école de couture, c'est que les gens, quand ils sont un petit peu plus matures, mettons, quand c'est des professionnels, sont habitués de pas faire face à l'échec. De vouloir, de penser qu'ils vont faire quelque chose comme ça, puis que ça va fonctionner, puis ça va être de la même qualité que quelqu'un que ça fait 40 ans qui fait ça. T'sais, la couture, c'est vraiment dévalorisé, en fait. Comme technique, là, les gens pensent que c'est juste OK, je saute sur la machine, puis la machine, elle va coudre en ligne droite. Mais non, pour faire un vêtement pour soi-même, surtout si on a une physionomie qui n'est pas standard, ça implique tellement de compétences. Il faut comprendre tes tissus, il faut savoir ajuster le vêtement à tes mesures. Après, il faut coudre, il faut savoir coudre en ligne droite, il faut savoir quelle technique prendre pour tel vêtement. C'est
tellement, c'est tellement gros, en fait, qu'il y a certaines personnes qui sont juste comme, non, oublie ça. Comme moi, je pensais que ça allait être facile, puis finalement, ça ne l'est pas, fait que je vais abandonner. Mais tu sais, quand on est enfant, là, avant d'apprendre à marcher, on a tombé combien de fois, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, c'est comme quelque chose qui est peut-être problématique au niveau de la société, c'est que les gens veulent tout de suite performer. Tu sais, ils veulent tout de suite être des maîtres. Mais c'est comme, ben non, il faut que tu échoues. Comme, tu vas apprendre des erreurs que tu as faites, puis je pense que c'est quelque chose, ça, peut-être au niveau de nos valeurs en tant que société qu'il faudrait revisiter, là. Ça me rappelle vraiment ma mère m'a initiée à la couture, je pense, j'avais peut-être 8 ans. Puis elle m'avait amenée à Fabricville acheter un tissu, puis on avait fait une petite robe, là, vraiment comme, tu sais, comme une petite robe vraiment comme basic, là. Mais ça me rappelle tellement comme des souvenirs, là. Puis, tu sais, j'avais quand même appris assez rapidement, comme je pense que, comme tu dis, c'était parce que, tu sais, j'étais enfant, puis l'imperfection que je faisais n'était pas tant importante pour moi, là. C'était un peu plus comme, ah bon, c'est pas grave, là, tu sais, je suis quand même fière du travail que j'ai fait. Donc, pour des personnes qui sont un peu plus, peut-être, qui ont peut-être plus des enfants, ce serait quoi les tutos en ligne ou les ressources qu'ils ont à disposition qui pourraient leur permettre d'apprendre à faire de la couture, en fait? Il y en a tellement, là. Je veux dire, c'est une communauté qui est tellement vibrante. J'ai parlé encore de Gaïa Dubois, qui a qui a un tutoriel, comme ça, elle a des petits cours en ligne pour apprendre à réparer les vêtements. Mais sinon, surtout si vous parlez anglais, là, sincèrement, comme c'est infini, là. La quantité de vidéos YouTube qui est disponible. T'sais, nous, sur le site Internet, on a quelques petits tutoriels aussi, des petits projets faciles que les gens peuvent faire. J'avais fait aussi des capsules avec ma TV. Il y a certains temps pour pouvoir comme adapter les vêtements à différentes tendances ou à son goût. Mais il y en a trop, en fait, que je ne peux pas nommer. Il y en a que ça va être vraiment relié plus au upcycling, à la réparation. Il y en a, ça va être comme la broderie, la teinture. Il y en a tellement trop, je ne peux pas en nommer. Oui, tantôt, tu parlais des friperies, tu parlais de ta première robe. Est-ce que tu dirais que la mode éthique, ça peut aussi être une manière d'exprimer sa personnalité aussi? Je pense que oui. Je pense que c'est la première chose, en fait. Comme je pense que quelqu'un qui veut consommer de façon éthique cherche à véhiculer des valeurs. Le vêtement, c'est une deuxième peau. Donc, c'est la première interface que tu as avec les gens autour de toi. Puis si quelqu'un achète de façon éthique, c'est nécessairement pour véhiculer ses valeurs. Puis c'est ça se passe à travers le vêtement, fait que ce soit la façon qu'on consomme, que ce soit comme des designers locaux qui sont plus haut de gamme, ou sinon des artistes récupérateurs. C'est vraiment une façon de s'exprimer, là. Puis je pense en fait que ça, c'est une notion peut-être que les gens ont oubliée. Pour moi, le vêtement, c'est tellement plus qu'une commodité, en ce sens que c'est vraiment une expression du contexte politique, social, économique dans lequel on vit. C'est censé être une forme d'art dans ma tête à moi. C'est pour ça que j'ai comme fait à un certain moment, genre non, je ne peux plus participer à l'industrie, parce qu'ils viennent de me dénaturer en fait tout ce que je crois qui est beau en la mode, juste pour comme créer un produit qui va être fait rapidement, puis selon des tendances. Fait, comme pour en revenir à la question initiale, je pense que oui, consommer de façon éthique, c'est vraiment une possibilité d'exprimer qui on est, puis aussi d'exprimer, puis de valoriser les valeurs qu'on porte pour pouvoir avoir un environnement, une société qui est plus en accord avec qu'est-ce qu'on pense profondément. Il y a quand même une idée un peu comme une espèce de stigma autour du fait que souvent la mode éthique, c'est un peu associé à, genre, les gens sont souvent en train de dire que c'est vraiment cher puis que c'est pas toujours abordable pour tout le monde nécessairement. Mais est-ce que d'après toi, il y a d'autres façons d'en parler tantôt, des friperies, etc. Mais si une personne n'est pas nécessairement capable d'avoir ces solutions-là, est-ce que ça serait mieux de tout simplement ne pas consommer?
comme ne pas consommer, c'est une façon de faire. En fait, je pense que c'est de déterminer vraiment plus c'est quoi tes besoins de base. Il y a plein d'alternatives en ce moment. Comme l'entreprise comme station-service, que c'est d'allocation, oui, ça revient plus cher. Mais si le vêtement ne vous plaît pas, comme c'est juste comme une façon de... Puis là, j'ai ajouté un truc aussi. En même temps, c'est que si tu es consommatrice de mode, que tu aimes vraiment la mode, mais que tu achètes comme plein de vêtements, même si c'est fait localement, même si c'est fait avec des matériaux recyclés, des matériaux éco-responsables, si tu achètes plein de vêtements, mais que tu ne les portes pas finalement, puis tu ne prends pas la peine de les réparer, puis tu les mets à la vidange, comme c'est pas un comportement qui est responsable, ça. T'sais, comme je préfère pratiquement avoir quelqu'un qui va dire genre, OK, ben moi, je vais acheter comme un vêtement qui va pouvoir répondre à différents besoins, mais je vais le garder longtemps, puis je vais le réparer. Fait que c'est pas juste question d'acheter, c'est vraiment comme la relation qu'on a avec le vêtement, puis de savoir c'est quoi nos besoins de base, puis c'est quoi qui va vraiment répondre à ce qu'on veut, tu sais. On a quelqu'un qui nous demande où peut-on se procurer du tissu éco-responsable et éthique? Malheureusement, en ce moment, c'est plutôt difficile. Qu'est-ce qui est offert, je pense à Montréal, dans des boutiques de tissus, il y a CM Textile qui va avoir des cotons biologiques, mais surtout en tricot, donc pour faire des t-shirts. Il y a Globtex qui va avoir comme certains tissus, mais même là, il faut savoir c'est quoi les enjeux, là, comme c'est du bambou, qui ont des tricots en bambou, mais c'est surtout ça qui offre. T'sais, nous, en fait, à la Fabrique éthique, on a dû importer des tissus des États-Unis parce qu'il n'y avait pas forcément comme une offre qui correspondait à ce que nos étudiants voulaient. Nous, on a beaucoup de femmes, de jeunes professionnels qui sont sur le point d'avoir des enfants ou qui ont des familles, des amis, comme des membres de la famille ou des amis qui vont avoir des enfants prochainement. Puis pour eux, l'enjeu d'avoir des cotons biologiques imprimés avec une certification, c'est important. Puis on n'était pas capable de leur dire où aller en acheter, fait qu'on en a importé à la Fabrique éthique. Fait que nous, on a des tissus de birch, puis des tissus aussi de Cloud9, qui sont des petits imprimés avec des cotons biologiques. Mais il y a aussi tout l'aspect comme acheter seconde main, c'est des surplus d'inventaire. Il y a des designers qui font des ventes de surplus de tissus. Comme ça aussi, ça les aide en fait dans leur cycle au niveau des dépenses. Puis c'est comme c'est du surplus de stock, tu sais. Fait que ça aussi, c'est considéré comme étant éthique. Sinon, ben, c'est d'aller magasiner justement chez Renaissance, regarder le potentiel dans des vieux draps. Il y a plein de façons différentes, en fait, d'aborder un approvisionnement qui est plus éco-responsable. On a une autre question du public, en fait. Donc, c'est est-ce qu'on devrait ou le gouvernement devrait-il davantage contrôler les publicités de mode qui va à l'encontre du respect de l'environnement et des droits des travailleurs-travailleuses? Ben, je ne sais pas ce que le gouvernement ferait contre tous les médias sociaux, là, en fait. Je pense que les gens reçoivent l'information qu'ils veulent avoir en ce moment. Moi, oui, je vais lire une fois de temps en temps, comme métro, whatever, pour avoir comme une idée de ce que les médias véhiculent. Mais en ce moment, je pense qu'on est vraiment dans un ère où les gens choisissent de recevoir l'information qu'ils veulent entendre. Je ne sais pas à quel point le gouvernement peut s'ingérer dans ça, en fait. Je ne vois pas comment contrôler. C'est le choix de chaque personne. Est-ce que tu vois un lien, je pense que tu en as peut-être déjà parlé, mais un lien entre la mode éthique et la décroissance? Donc, la théorie de la décroissance. Crois-tu que le mouvement de la décroissance peut soutenir l'achat, pardon, je ne vais pas le reste de la question du public, l'achat plus éco-responsable? Bon, dans le fond, c'est juste, est-ce qu'il y a un lien entre décroissance et mode durable? Il y a un lien entre la décroissance puis la mode éthique ou mode durable, mais en même temps, je pense pas que c'est nécessairement juste la décroissance. Comme oui, si on pense à dire, OK, je vais acheter moins,
Mais c'est comme acheter moins, acheter mieux aussi. Mais c'est peut-être plus l'objectif d'aller vers une économie circulaire, donc changer le mode de distribution puis le mode de consommation, donc de réutiliser les vêtements. Tu sais, si j'achète un vêtement seconde main, comme ça me permet de réinvestir dans la communauté puis de financer des projets. Mais c'est pas de la décroissance. Comme je pense, peut-être que je demanderais à la personne de définir pour elle c'est quoi la décroissance. C'est quoi la décroissance? Je ne sais pas si on peut avoir la réponse de la personne, en fait. Je ne sais pas si c'est possible. Mais on commence à manquer de temps, en fait. Là. On tire vers la fin. Donc, peut-être qu'on peut conclure avec une petite dernière question que je trouve quand même assez intéressante. Que faire d'un vêtement une fois usé lorsqu'on n'a pas les compétences pour faire de la couture? C'est une très bonne question, en fait, parce qu'en ce moment, localement, je ne sais pas si les gens ils ont lu le rapport de la Ville de Montréal sur le plan directeur pour les gestions de matières résiduelles de Montréal. On n'a pas vraiment des infrastructures qui nous permettent tant que ça de gérer les vêtements qui sont usés ou abîmés. Il y a des gens qui disent genre, apporter la Renaissance. Mais Renaissance, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, en fait. Sinon, Certex, OK, ils vont peut-être faire des chiffons. Ce serait peut-être d'aller porter comme à Certex. Mais ça ne prend pas nécessairement des compétences en couture. En ce sens qu'on peut les découper, faire des chiffons, faire des tawashi. On n'a pas besoin d'avoir une machine à coudre. Puis, tu sais, quand je parle de compétences en couture, je veux dire, c'est de prendre une aiguille puis de rapiécer un trou, là. C'est pas si difficile que ça à faire. Puis sinon, malheureusement, c'est un peu triste ce que j'ai à dire en ce moment, mais il y a une entreprise qui va accepter les vêtements endommagés, puis c'est H&M. Fait que vous pouvez aller les porter à H&M parce que, comme eux, ils ont développé comme une structure globale où il y avait, comme les gens, il y a encore des infrastructures pour faire du défibrage, puis comme la revalorisation de fibres. Puis en ce moment, au Québec, on n'est pas rendu là. On a perdu un peu ces infrastructures-là, en fait, parce que ce n'était pas viable économiquement. Mais on espère que dans les années futures, on va être capable de rebâtir ces infrastructures-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Ben oui, je pense bien que oui. Là, ça m'a ouvert une nouvelle un peu possibilité là, que juste seulement utiliser le vêtement pour le vêtement lui-même, puis plutôt le réutiliser pour d'autres utilités. Donc, sur ce, merci énormément, Sonia. Puis merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. On va maintenant passer la parole à Catherine Gauthier pour le mot de la fin. Oui, bien, je vous remercie tout le monde. Je vous remercie spécialement Sonia, Juliette et Marie-Lou pour avoir pris le temps d'échanger avec nous ce soir. Merci beaucoup, Sonia, d'ailleurs, pour nous avoir amené à réfléchir au rôle du vêtement dans nos vies, vraiment au-delà d'un simple article de mode, puis de se questionner vraiment sur l'utilité à long terme, sur nos besoins, sur aussi comment on voit notre relation avec les vêtements. Je pense que ça va avoir amené vraiment une nouvelle perspective dans cette discussion sur la mode. Puis certainement qu'une des pistes de solution, c'est de revoir ce rapport-là qu'on entretient avec les vêtements, avec les objets, de même que les fonctions là, qu'on leur attribue. Donc, je vous remercie à nouveau. Puis, je vais également vous mentionner que notre troisième et dernier entretien intergénérationnel, lundi 7 décembre prochain, donc même journée, même heure, de 18h à 19h, va porter sur la décroissance avec Yves-Marie Abraham. Donc, je vous invite à vous y inscrire. De même, comme je l'ai mentionné en ouverture, on a des séances de rencontres et de magasinage avec des artisanes et des artisans, donc mieux comprendre leur processus de création. Donc, c'est des rendez-vous demain, mardi le 1er décembre, de midi à 13h et vendredi 4 décembre, de 18h à 19h. Puis, je vous invite d'ailleurs à prendre le temps de vous inscrire à l'avance parce que ça peut vous permettre de doubler, tripler, même quadrupler vos chances de remporter 50 $ auprès de votre artisan coup de cœur. Donc, je vous invite vraiment à le faire à l'avance. Et vous avez également dans le chat les liens pour aller découvrir le bottin, puis bien sûr, prendre le temps de vous informer parce que c'est certainement une étape préalable importante pour une mode plus éthique
et plus éco-responsable également. Alors, merci à toutes les personnes. Je remercie également Raphaël Dufresne de la Maison du développement durable pour avoir facilité la tenue de cet entretien. Bonne soirée.